Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Ils ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un grand personnage médiatique et universitaire, homme de lettres, de communication et d'action. Il a traversé plusieurs époques avec un engagement profond pour la transmission du savoir, le développement des médias et la valorisation de la pensée critique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un taulier de la presse nationale. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Balima, et merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Professeur, avant de débuter, nous allons ensemble dérouler votre parcours et c'est dans cette vidéo que nous allons suivre ensemble. Titulaire d'un baccalauréat en philosophie et lettres, il rejoint en 1970 la France pour étudier le journalisme à Strasbourg. 4 années plus tard, il quitte l'Alsace et rejoint Bordeaux afin de poursuivre ses études. Il a entre autres pour professeur Noël Mamère et l'émérite André-Jean Tudesque qui deviendra son directeur de thèse. À Bordeaux, il obtient plusieurs doctorats, dont un doctorat d'État en sciences de l'information et de la communication. À l'issue de sa thèse, il retourne au pays pour travailler à la télévision nationale. Il y occupe plus tard le poste de directeur avant d'être affecté à la présidence du Faso, où il travaille aux côtés du président Thomas Sankara. En 1987, à la faveur du putsch qui porte Blaise Compaoré au pouvoir, il est nommé ministre de l'Information et de la Culture. 2 ans plus tard, il est nommé ambassadeur en France. En 1992, il est rappelé au pays. Il décide alors de se consacrer aux tâches universitaires. Il participe activement au renforcement du département Arts et Communication qui devient en 2000 Journalisme et Communication. Il en est le chef de département pendant plusieurs années et crée en 2001 le Centre africain d'études et de recherche sur les médias. Professeur Serge Théophile Balima est l'auteur de nombreuses publications dans des revues scientifiques comme Hermès, dirigées par Dominique Walton. Il est également co-auteur avec Marie-Soleil Frère de l'ouvrage Médias et communication sociale au Burkina Faso, approche socio-économique de la circulation de l'information, son œuvre la plus connue. Parallèlement à ses activités universitaires et de recherche, il est aussi consultant international. Il est souvent sollicité dans divers endroits dans le monde pour participer à des forums et autres colloques universitaires. Actuellement, il est le conseiller spécial du président du Faso. D'accord, professeur. Avant de revenir sur votre parcours, nous allons d'abord parler de votre enfance et de ce qui vous a orienté vers les lettres et la philosophie. Bon, mon enfance, c'est comme toutes les enfances, hein, c'est-à-dire que je suis né dans une famille catholique et j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était fonctionnaire, parce qu'à notre temps, avoir un papa qui sait lire et écrire, qui émargeait à la fonction publique, c'était un grand avantage. Donc je suis né à Bobo-Dioulasso pendant que mon père y servait, et j'ai fait mon école primaire essentiellement à Koudgou, après avoir passé la première année de l'école primaire à Yakou. Je suis venu poursuivre jusqu'au BEPC à Koudgou, avant de rejoindre Ouagadougou pour faire donc le second cycle. Et quels souvenirs gardez-vous de votre parcours au lycée et l'obtention de votre baccalauréat? Alors, c'était vraiment une période intéressante parce que, vous savez, à l'époque, c'était un luxe d'accéder à l'enseignement secondaire déjà. Parce qu'une fois que vous obtenez votre BPC, vous ne pouvez pas passer automatiquement en seconde. C'est pas comme aujourd'hui, les gens ont plus de facilité. Je me souviens que, malgré mon BPC, j'ai dû redoubler pour repasser le même BEPC en mettant examen d'entrée en seconde. Il fallait être parmi les plus méritants pour pouvoir accéder à la classe de seconde. Donc j'ai perdu un peu de temps, mais c'est pas bien grave. Je me suis rattrapé par la suite. Voilà. Donc c'était une période intéressante, je crois. Et au lycée, on avait une certaine atmosphère, une certaine façon de vivre. Et on était fiers d'être des élèves du lycée Zenda. On appelait ça le noble Zenda. Et on était fiers d'appartenir à cet établissement-là. Et ça nous boostait aussi, quoi, l'énergie, hein, tout ça. C'était vraiment bien.
Et après vos études, vous avez choisi le journalisme comme domaine d'études supérieures. Pourquoi ce choix? Alors, on vous demande, une fois que vous êtes en classe de terminale, de choisir 2-3 options. Alors, j'ai choisi premièrement le journalisme et ensuite j'ai choisi les études de droit. Alors, après plusieurs tergiversations au niveau du service d'orientation des études des élèves, on a fini par m'orienter en journalisme et puis je suis allé faire ça avec beaucoup de plaisir. Alors, le journalisme parce que j'ai toujours été sensible à l'expression. Vous savez, lorsque nous étions au lycée Zenda, on avait beaucoup d'enseignants qui étaient des expatriés français et qui passaient le temps à nous vanter la belle France, qui passaient le temps à nous endoctriner sur ce que c'est que la civilisation française. Je dois dire que j'ai été sensible à ce discours-là. Et j'étais bien heureux de pouvoir découvrir cette France-là que l'on décrivait comme étant si belle, si démocratique, si égalitaire et si fraternelle. Bon, évidemment, quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il y a des aspects séduisants, mais la réalité m'a vite rattrapé. J'ai compris que tout n'était pas rose, n'est-ce pas, dans ce pays-là, et qu'il y avait beaucoup d'inégalités, il y avait beaucoup de frustration. Je me rappelle à Strasbourg, lorsque j'étais en Alsace, comme vous l'avez dit dans le portrait, parfois vous faites un bon devoir et le professeur est capable d'écrire, mais bon devoir, mais est-ce de vous? Alors, et la question que ces gens se posaient, c'est de savoir où est-ce que vous avez appris le français? Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'un négroïde comme ça arrive à faire des phrases avec une certaine éloquence. Ils trouvaient cela suspect. Donc, tous les devoirs qu'on faisait, beaucoup d'entre nous ont été pénalisés par rapport à ça. Et c'est un peu tout cela, si vous voulez, qui m'a un peu frustré. Et finalement, on s'est entendu, 2 autres collègues et moi, pour quitter l'Alsace, pour changer d'université, pour aller vers le sud de la France. Vous avez eu pour professeur Noël Mamin et André Jean Dudesque. C'est vrai. Quel souvenir gardez-vous? Alors, ce sont des enseignants qui étaient des professionnels en même temps. L'un nous enseignait évidemment, on va dire, la presse écrite, et l'autre nous enseignait la télévision. Et j'avoue, je me rappelle bien à la fin du cursus professionnel à l'université, pour les orientations, il y a eu un débat entre les 2 enseignants. Parce que Noël, ma mère disait qu'il fallait absolument que je fasse une carrière en télévision, mais il y avait un autre enseignant qui enseignait la presse écrite, qui s'appelait M. Marty, qui lui a dit absolument je dois faire la presse écrite parce qu'il aimait bien mes titres qu'il trouvait accrocheurs et il trouvait vraiment mon style très très poignant et il a pensé qu'il fallait absolument que je fasse la presse écrite. Mais tout compte fait, ils m'ont laissé ouvert, ils ont dit bon, vous faites ce que vous voulez. Et quand je suis arrivé, je me suis laissé faire, on m'a orienté, je me suis laissé faire et je suis allé à la télé. Et quelle était la thématique de votre thèse et en quoi a-t-elle marqué la vision? Alors, j'ai fait 2 thèses de doctorat parce que, vous savez, à l'époque, on était séduit aussi, je dois l'avouer, c'est peut-être un défaut, on était séduit par les diplômes. On pensait que les diplômes étaient en fait une sorte de sésame qui pouvait vous ouvrir plusieurs portes. Et on tenait à relever un certain nombre de défis devant, j'allais dire, la pression que ces Français mettaient sur nous. On a dit, écoutez, on va aller avoir le maximum de ce qu'ils peuvent avoir comme savoir et on va pouvoir se regarder en face et discuter ensemble. Et c'est avec cette ambition-là que nous sommes engagés à faire un certain nombre d'études. Bon, c'est pour se donner une certaine contenance parce qu'on croyait que ça pouvait servir à quelque chose. Mais tout qu'on fait aujourd'hui, quand je réfléchis, certains de mes amis qui n'ont pas fait cette option m'ont dit tu as perdu ton temps. Donc j'ai fait un premier doctorat en sciences de l'information, de la communication et de l'expression, qui est la thèse à porter sur la radiodiffusion en haute volta, système institutionnel et évolution socio-culturelle. Et la deuxième thèse, qui est une thèse doctorat d'État, va porter sur la politique de l'information en haute volta de 1959 jusqu'en 1983. Donc, je me suis amusé à faire beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Et c'est pour ça, lorsque j'ai fini ma mission, j'ai préféré faire l'option d'aller faire des recherches à l'université, d'être enseignant
et de devenir un jour professeur titulaire. Et vous avez tantôt dit que vous avez des collègues qui se moquent de vous et autres. Est-ce à dire que vous regrettez ce choix? Bon, je ne regrette pas le choix, absolument pas, mais il arrive des moments où, quelquefois, c'est frustrant de voir que dans la société, on donne des considérations et des hiérarchies à des gens sur des bases qui sont très discutables. Vous voyez, j'ai côtoyé les différents pouvoirs au Burkina par mes fonctions, et je dois dire que ce qui me déçoit dans l'espèce humaine, c'est quand je vois l'aplaventrisme de certains intellectuels devant le pouvoir. Dès qu'ils voient le pouvoir, c'est comme on dit en moré, nabkalo karama, c'est-à-dire que ils sont tellement zélés, ils courent, mais malheureusement, les pouvoirs sont sensibles aux flagorneries. Et lorsque vous êtes laudatif, les pouvoirs sont sensibles à cela, malheureusement. Ça fait que les médiocres arrivent à s'incruster facilement, à ramper autour du pouvoir et à se faire valoir. Alors qu'en réalité, si vous les soupesez sérieusement, ils ne valent pas grand-chose, ni sur le plan moral, ni souvent sur le plan même technique, ou sur le plan intellectuel. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est de tous les temps, depuis que je suis rentré, jusqu'aujourd'hui, vous observez, tous ceux qui se font les chantres et tout ça, ben, ils reçoivent des nominations éminentes. Vous écoutez, vous entendez qu'ils ont été promus, parce qu'ils ont utilisé la télévision pour dire, alors moi, je suis un engagé. En réalité, ils ne le sont pas. Et si vous remarquez très bien, pour savoir que les gens sont des imposteurs, quand vous voyez quelqu'un à la télé qui s'exprime, qui vocifère, ça veut dire qu'en réalité, il est loin d'être convaincu. C'est-à-dire, en fait, il cherche à convaincre les gens qui le regardent que lui, il est convaincu et de lui faire confiance. Parce que lui-même, il doute de lui-même, de son propre engagement. Mais malheureusement, beaucoup de gens tombent dans ce piège-là et puis on dit, bon voilà, on leur donne du pain béni, alors qu'en réalité, c'est pas évident. Vous avez occupé le poste de directeur de la télévision sous le capitaine Thomas Sankara. Quels souvenirs gardez-vous de cette période? Beaucoup de souvenirs, mais je dirais simplement que c'est un homme qui était très très attaché à la télévision, hein, aux médias d'une manière générale et en particulier à la télévision, parce que lui-même suivait la plupart des émissions directement. Et lorsqu'il avait des remarques à faire, il appelait au téléphone pour dire que bon, je comprends pas, il y a telle chose là, c'est pas, l'image n'est pas bien, etc. Et on discute. Il se transportait lui-même à la télévision pour assister à la réalisation des émissions. Hein. Il assiste avec nous et on discute et il cherche à comprendre comment on arrive à faire la réalisation, comment on fait un montage, bon, comment est-ce qu'on arrive à mixer. Donc, Sankara était un étudiant permanent. Et c'est ça qui fait que une de ses originalités, c'est que c'est un homme qui était humble, il apprenait énormément. Et chaque fois qu'il intervient en public, quand il revenait, et que j'étais à la présidence, il m'appelait le censeur, parce qu'il aimait, j'aimais bien dire qu'il a commis des erreurs et tout. Il m'appelait, il dit, bon, le censeur, bon, venez voir, combien de bêtises ai-je faites, combien de fautes ai-je commises dans mes interventions. Je lui dis, ah, j'en ai relevé 4, j'en ai relevé 5, et je le lui dis. Donc, il acceptait ça volontiers, et ça fait que s'il commet une faute de grammaire, il ne la commettra plus jamais. Parce que vous lui avez dit que ça ne se dit pas, c'est fini. Il a appris ça pour toute la vie. Une fois, il m'a appelé dans son bureau pour dire que c'était un lundi. Il m'a dit, bon voilà, camarade Balima, vous allez être sanctionné mercredi en conseil des ministres. Je lui ai dit, ben, pour quelle raison, camarade président? Il m'a dit, voilà, il y a un de nos camarades qui est venu me voir pour dire que vous avez des relations licencieuses, ce qu'il avait dit, je prends ces termes, avec son épouse. Bon, autrement dit, il pense que je commets l'infidélité, n'est-ce pas, avec son épouse. J'ai dit, mais camarade président, quelles étaient les preuves qu'il vous a présentées? Il m'a dit, je n'ai pas besoin de preuves, que parce que quand un Burkinabé peut toute honte bu venir vous dire tout de go qu'il est cocu et dire qui l'a cocufié, ça veut dire que c'est vrai. J'ai dit, ah, si c'est ça, moi je soutiens la thèse contraire. En ce moment-là, comme c'est vous qui avez le pouvoir, vous êtes le premier juge du pays, bon, vous jugez. Mais je vous dis, j'attire votre attention sur le fait que vous risquez de prendre une sanction que je ne mérite pas. Voilà, tout simplement. Mais sinon, je ne peux rien dire. Mais je vous dis que je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas vrai. Il a dit non, vous serez sanctionné. Le lendemain,
le capitaine Blaise vient me voir à mon bureau, il me dit, ah, mais Balima, oui, oui, il semble que tu seras sanctionné demain. Je dis, bon, c'est ce qui m'a été dit. Il m'a dit, non, camarade Balima, calmez-vous. Il était ministre d'État, ministre de la Justice. Il m'a dit, je vais vous défendre parce que j'ai demandé au président de donner des arguments, mais les arguments qu'il a donnés ne me convainquent pas non plus. Donc, je vais vous défendre. Je lui ai dit, ah, merci d'avance. Et le mercredi, effectivement, je n'ai pas été sanctionné. Voilà, c'est pour vous dire que c'est un homme qui était très puriste et il s'occupait de tout. C'est-à-dire, pour lui, un camarade ne doit pas avoir des comportements licencieux. En tant que directeur de la télévision nationale, vous avez couvert le sommet de Vittel, le seul sommet France-Afrique auquel a participé Thomas Sankara. Et si je vous demandais de nous raconter cette participation, que diriez-vous? Alors, au sommet de Vittel, on peut retenir quelques éléments saillants. D'abord, le capitaine est arrivé à Paris avec, dans une tenue militaire, avec son pistolet en crosse d'ivoire. Alors, le protocole français a trouvé cela déjà inconvénient, parce qu'il ne pouvait pas faire partie donc des personnalités présidentielles avec un pistolet à la hanche. Donc, le protocole s'y est formellement opposé. Mais évidemment, il n'a pas voulu, en tout cas, obtempérer. Il a estimé que si il ne gardait pas son pistolet par devers lui, il quittait la cérémonie, il quittait la conférence et il s'en allait. Ah, c'était vraiment dur. Et à Vittel, évidemment, c'était la grande vedette parce que tous les chefs d'État qui étaient là voulaient le voir. Et le point le plus saillant, on va dire 2 points saillants, c'est lors du dîner. Lorsque on a envoyé le chercher, il n'est pas venu au dîner. Tous les chefs d'État étaient là sauf lui. On dit pourquoi il ne vient pas. Alors Thomas Sankara estime qu'il est frustré parce qu'il n'a pas été accueilli avec les honneurs dus à son rang. Pourquoi? Parce qu'il a été accueilli par un conseiller spécial du président Mitterrand. Et lui, il estimait que lui, en tant que chef d'État, c'est le président Mitterrand qui doit venir lui-même l'accueillir à l'aéroport. On lui a fait comprendre que non, c'est pas évident, parce que le chef de l'État français ne fait cela que lorsqu'il s'agit d'une visite d'État. Mais quand c'est une visite de travail, il n'est pas tenu de faire ça. Il n'a pas voulu comprendre. Il a dit ça, c'est peut-être vos usages, mais pour moi, c'est inconcevable. Donc, il refuse de se rendre au dîner pour cela. Mitterrand envoie son propre fils, Christophe Mitterrand, qui était son conseiller spécial chargé des affaires africaines, et il a refusé de se rendre au dîner. Et tous les chefs d'État qui étaient là, on a retardé le dîner pendant plus d'1 heure. Il y avait tous les dinosaures africains, des chefs d'État vieillissants qui étaient là, qui étaient irrités de voir qu'on les tient comme ça, en respect, pour attendre un jeune président. Bon, ils étaient vraiment pas contents. Donc, mais finalement, Sankara a boycotté donc, le dîner, il ne s'y est pas rendu. Deuxième incident, c'est l'audience que Mitterrand devait lui accorder à Paris à la fin du sommet de Vittel. Alors, un tête-à-tête qu'il devait avoir avec le président, il était armé et il devait se mettre donc dans une salle d'audience en tête-à-tête, donc lui seul et le président Mitterrand tout seul. Alors, la sécurité présidentielle française a estimé que c'est inadmissible que quelqu'un soit armé, assis avec le chef de l'État français. C'est parce qu'ils ne sont pas sûrs de l'état psychologique donc, du président burkinabé. Donc, ils ont refusé. Mais Sankara a dit, quand cela ne tienne, je repars. Et finalement, Mitterrand a tranché en disant non, laissez-le venir, laissez-le garder son arme par devers lui. Donc, il s'est assis, et quand ils ont rabattu donc, les volets, ils ont entrebâillé ça comme ça, pour pouvoir la sécurité regarder comme ça, mais très prêt à tirer, hein, si jamais il faisait un faux pas, un faux mouvement, et ça allait être une catastrophe. Ah oui, c'était vraiment délicat. Nous-mêmes, qui faisions partie de la délégation, on était un peu tremblotants. Vous avez été directeur de la télévision nationale. Vous avez présenté aussi une émission qui était très attendue à l'époque par les téléspectateurs. Il s'agit de l'émission Sans détour, qui recevait les personnalités politiques du Burkina pour poser des questions qui fâchent. Ouais. Que retenez-vous de cette émission? Ah, c'était une émission que j'animais. C'est vrai, c'était
une émission phare quand même, puisque, comme son titre l'indique, ça s'appelait Sans détour. Et aucune personnalité ne souhaitait venir à cette émission. Aucune. Parce que j'avais le sens de la provocation. Et je les prévenais, c'est pas pour vous faire de cadeaux, hein, c'était vraiment des interviews. Et contrairement aujourd'hui, les gens confondent entretien et interview. On voit ça à la télé, ils ne font que des entretiens et puis ils appellent ça interview. Ils savent même pas ce que c'est. Ça me désole un peu qu'après une formation, ils confondent les genres. Ça, c'est inadmissible. Donc, c'est vraiment des interviews. Donc, et comme ils ne voulaient pas, enfin, les responsables ne voulaient pas venir, Sankara m'a dit, c'est pas un problème. Moi, j'adore cette émission. Tu me donnes le nom des ministres et moi, je les fais venir. Et c'est Sankara qui les faisait venir de force. Il dit, bon, alors, ministre de l'enseignement, alors, vous devez passer avec Balima à l'écran. Et puis, ouais, tous tremblaient comme ça. Hein. C'était, ah oui, quand ils venaient, ils tremblaient. Effectivement, je ne leur faisais pas de cadeaux. Parce que je raconte d'abord un peu brièvement leur enfance. Mais je faisais ressortir leurs défauts. C'est surtout ça. Parce que je ne présente pas quelqu'un pour faire ses éloges. Hein. Je présente avec ses défauts. Les gens se trompent souvent quand ils sont au pouvoir. En fait, les questions difficiles sont les meilleures questions pour qu'une personnalité honnête montre qu'il est dévoué à son pays. Mais les gens pensent que quand tu poses une question, ce qu'on appelle une violente question, une question impertinente, on pense que c'est impoli, c'est quoi? Bon, c'est pas comme ça. Le journaliste doit être impertinent. Un journaliste qui n'est pas impertinent, c'est pas un journaliste. Il fait de la communication et ça rapporte rien. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Faut pas regarder la surface des choses parce que le public, il est plus intelligent que ceux qui parlent. C'est comme l'émission que vous diffusez là, ceux qui nous écoutent là, ils sont plus intelligents que vous et moi. Donc ça veut dire que quand vous parlez, il faut respecter leur intelligence. Si vous pensez que comme vous avez masqué les choses là, ils vont vous suivre, là non, c'est une grave erreur. Laissez-vous faire, acceptez de répondre aux questions difficiles, ce n'est pas un problème. Ça résout les problèmes en réalité. Pour une télévision publique, il faut poser de vraies questions. C'est-à-dire les questions que se pose l'opinion, c'est ça qu'on doit poser aux responsables. Mais ce n'est pas venir dire, comme l'a dit le grand frère, ah ouais, moi, comme l'a dit le grand frère, dans les émissions, quand j'écoute ça, il dit, mais si c'est comme ça, c'est même pas la peine. c'est pas la peine. Alors, il faut montrer son originalité quand on analyse une situation. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le pays ou qu'on est contre le pouvoir ou qu'on est contre quelqu'un. Non. On fait partie de la diversité de la société. Et c'est ça aussi la cohérence, c'est ça aussi la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les opinions puissent s'exprimer, à condition que ces opinions ne visent pas à détruire un pays. J'espère que non. Donc, professeur, vous me conseillez de... Oui, d'être... d'animer, de reprendre à nouveau votre émission Sans détour. Ah oui, oui, si vous reprenez ça, je serai content. Je viendrai vous encourager. Il faut reprendre Sans détour. Mais je crains que vous n'ayez pas de clients. Pourquoi? Les invités là, vous n'allez pas les avoir. Non, mais le président, capitaine Ibrahim Traoré, peut m'aider, oui. Oui, comme le capitaine Thomas Sankara. D'accord. Bon, essayez toujours. Essayez toujours si vous trouvez des gens qui peuvent répondre à ces questions. Je peux vous aider pour vous conseiller, pour trouver surtout les questions impertinentes là. Ça, je peux vous trouver des questions impertinentes. Ça, vous pouvez compter sur moi. D'accord. Donc, avec le directeur de publication, nous allons penser à cette émission. Ah, je pense qu'il faut relancer ça, sincèrement. Je serai votre conseiller pour animer cette émission. D'accord, professeur. Quels étaient les grands enjeux de l'information à l'époque de la Révolution? À l'époque, comme c'était une période, comme vous l'avez dit, hein, de changement qualitatif, bon, c'est pas simple. Le premier problème qu'on avait, c'est comment faire pour que tout le monde adopte le changement de comportement. Mais les gens ne veulent pas changer de comportement. Vous voyez que tout le temps aujourd'hui, là, on continue d'attraper des gens qui sont dans les fraudes, qui sont dans les trafics, qui sont dans les trafics d'influence. C'est vous dire que les pratiques humaines qualitatives, là, c'est difficile à implémenter. C'est très difficile à implémenter. Donc l'objectif de l'information à l'époque, c'était de magnifier les bons comportements pour que ça serve de modèle, pour que ça puisse inspirer des actions positives. Et nous étions dans cette dynamique-là. Et ça, c'était une des missions dévolues au service public à l'époque. Et vous savez qu'à l'époque, il y avait un déficit de journalistes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de journalistes. Mais Sankara est ingénieux. Il a estimé que on peut, à partir de l'université, recruter un certain nombre d'étudiants diplômés qui sont intéressés par le métier de l'information.
il les a recrutés, je crois, c'était, si ma mémoire est bonne, 15 à 20 journalistes comme ça. Et il nous a demandé, à nous autres qui avons eu la chance d'avoir eu des formations, de les former rapidement. Et c'est comme ça qu'on a formé les journalistes révolutionnaires. Certains sont devenus très bons. Mais ceux qui ont manqué de modestie, d'humilité, qui ont cru que l'engagement politique suffisait à combler leurs carences, évidemment, ils sont restés médiocres, anonymes et aucune référence. Tu vois, ils passent le temps à s'exhiber, soit en menaçant des gens, on va vous faire, on va vous faire. Non, ça, c'est pas constructif. Vous voyez, il faut bâtir l'homme, il faut forger l'homme. Donc, c'est ça qu'il faut. Or là, il faut l'humilité et il faut apprendre, il faut savoir et puis il faut être disponible. Professeur, nous sommes au terme de la première partie de notre émission. Et à vous, madame, monsieur, nous sommes à la fin de votre émission, du moins. Et nous étions avec le professeur Serge Théophile Balima. Avec lui, nous avons discuté sur son enfance et sa mission en tant que directeur de la télévision. Et nous disons merci au professeur. C'est moi qui vous remercie. Et à vous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de votre émission, toujours avec le professeur Balima.